Bonjour, votre nom? Charles Beauchesne. Métier? Humoriste. Et auteur, j'imagine? Ouais, dans ces eaux-là. Là. Excellent. Et pourquoi, non? Pourquoi donc? Grand Dieu, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je pense que c'est un privilège d'avoir comme métier. J'aime m'évader dans mon imagination. Puis je pense que c'est comme ça depuis que je suis un enfant. Puis c'est un peu littéralement un rêve d'avoir la possibilité de passer sa vie à inventer des affaires, créer des mondes. Voilà, s'amuser, être fou, puis vivre de ça, puis synthétiser ces affaires-là sur le papier ou peu importe quel autre média, finalement. Alright. C'est quoi le processus de création en général? Le processus de création en général. Pour moi, la plupart du temps, ça part toujours de quelque chose que j'aime. Ça part toujours de quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai lu, une émission que j'ai écoutée, un film, un détail qui va venir me chercher émotionnellement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un personnage, ça peut être une scène, ça peut être un lieu. Puis à partir de ce moment-là, il y a des émotions qui germent à partir de ce truc-là. Puis à partir du moment où il y a suffisamment d'émotions qui germent de cet élément-là, puis ça devient complètement accaparant, il faut le sortir. Il faut le sortir de la boîte crânienne, il faut créer quelque chose avec, il faut créer du concret. Ça, est-ce que c'est un numéro d'humour? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que ça peut être une infinité d'affaires, mais quand l'idée prend trop de place, deux objets ne peuvent pas occuper le même espace en même temps. Quand l'idée prend trop de place à l'intérieur, il faut la sortir d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est ça le processus créatif. Ouais, puis peut-être certains faits historiques, peut-être, dans ton cas? Oui, ça fait toute partie de ça. C'est rare, ça, les faits historiques. Là. Les faits, ouais. Pour les humoristes, je pense. En même temps, hein, on n'est pas autre chose que des humains. Hein. Puis, moi, je pense qu'on est les mêmes humains qu'on était à l'époque des Romains, au Moyen-Âge ou à l'époque préhistorique. On a les mêmes défauts, on a les mêmes envies, on a les mêmes... j'allais faire dire les mêmes péchés capitaux, mais ça sonne un peu biblique, mais la gourmandise et l'arrogance, c'est toutes ces affaires-là. La luxure! On est des singes, on est encore des macaques, on est encore des australopithèques, j'ai l'impression, puis c'est toutes des choses qui nous accompagnent, sur notre parcours en tant qu'humains, puis qui nous poussent à faire des choses. En grande quantité, toutes ces affaires-là finissent par mener quelqu'un à leur perte, mais l'envie, ça te pousse à travailler. La gourmandise, l'avarice, ça te pousse à obtenir des affaires. Puis pour obtenir des affaires, il faut travailler, il faut faire quelque chose de toi-même. Toutes ces choses-là font partie de notre identité, puis je pense qu'il y a moyen de les utiliser de façon constructive. Dans le processus créatif. Puis voilà, l'histoire, voilà, les humains, on a toujours été la même affaire. Puis je pense que c'est une bonne idée de se rappeler qu'on est la même chose que nos ancêtres, qu'on a les mêmes défauts, puis qu'on s'est pas tant éloigné de ça, de la barbarie du passé, puis de nos ancêtres, puis de toutes ces choses-là. Là. Ouais. Puis je regarde ton lieu de travail, il y a un côté gothique un peu, un côté un côté bordel dark side un peu. Ouais, c'est moi ça, j'ai une fascination pour les réveils matins en fait, j'en ai une partie ils ont toutes plus de batterie. C'est toutes des horloges qui fonctionnent plus, j'en ai une ici aussi, toutes les horloges à aiguille dans ma maison ne fonctionnent plus, sont figées dans le temps. Elles avaient des batteries à un certain moment, mais je les ai jamais changées. Puis je pense qu'il y a... Je suis quelqu'un de bien nerveux dans la vie. Puis je suis toujours en train de regarder l'heure, puis de m'assurer que je suis pas en retard, puis que je suis en train d'être à mon affaire, faire le bon truc au bon moment, puis être à la bonne place au bon moment, puis avoir un... Il y a quelque chose de shakespearien dans l'idée d'avoir un paquet de réveils matins qui fonctionne plus à côté de moi. Oui, tout ça n'est pas vraiment important et le temps est relatif. Ça me détend.
Puis oui, ouais, oui, c'est un petit peu dark, mais je suis un gros nerd, là. J'aime ça collectionner des patentes à gosse, puis j'ai un petit côté ésotérique. Je collectionne les jeux de tarot. J'aime ça. J'aime ça me ressourcer dans ces affaires-là, puis voilà, il y a quelque chose que je trouve très réconfortant dans toutes ces choses-là, dans tout ce gothisme. Voilà. Quelles seraient tes influences, mettons? Les influences créatives? Oui. Les artistes que j'aime, là? Oui, entre autres. Mon Dieu, mais il y en a beaucoup. Peut-être en humour, tiens, pour simplifier. Peut-être. En humour, pour simplifier, j'aime des humoristes ou l'humour at large? At large. At large. Moi, j'aime les dessins animés. Ça, c'est ma plus grosse influence en termes d'humour. J'aime la psychologie des personnages de dessins animés. J'aime la liberté humoristique infinie que ces mondes-là apportent. Je veux dire, c'est dessiné, c'est de l'imagination à l'état brut. C'est un personnage peut faire toute la liberté du monde de faire à tout moment des choses qui seraient complètement impossibles. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de recréer dans mon stand-up ou dans ma façon de faire de l'humour, cette espèce d'idée-là que toutes les choses que vous croyez impossibles, je vais les créer pour vous, soit par le biais d'une illustration ou d'une phrase ou de l'imagination, de la description d'une scène. Je vais créer l'impossible pour vous et l'impossible devient possible. J'aime beaucoup les dessins animés. En fait, j'ai plein de DVD ici dans mes shit. Ça là, c'est le truc qui m'a... cette série-là, Duckman, ça fait de moi l'humoriste que je suis aujourd'hui. C'est les aventures d'un canard détective privé à Los Angeles qui vit mes aventures dans toute l'horreur du star system américain avec des phrases super longues puis des critiques... Une critique un petit peu acerbe de Hollywood, puis de toute cette merde-là, finalement. Puis c'est quelque chose qui m'a inspiré quand j'étais jeune, beaucoup dans ma façon de voir les choses, puis dans ma façon de structurer l'humour aussi. J'aime ça, faire des phrases longues, très très rapides, à cause de dessins animés comme ça. Family Guy, American Dad, South Park... des affaires plus nichées aussi, j'aime les dessins animés japonais, je suis un super fan de dessins animés japonais, puis de manga aussi, j'adore lire des BD, c'est mon petit... Ça vient tout se recoller à un moment donné, ça vient tout ça vient s'amalgamer avec d'autres idées en fin de compte, puis quand j'écris un numéro ou une série ou un épisode de podcast ou quoi que ce soit, c'est toujours une espèce de cinématographie que je vais avoir en tête à ce moment-là, puis que je veux pouvoir exploiter, puis savoir, ok, là, je veux recréer pour le public exactement l'effet que j'ai eu en écoutant tel dessin animé, ou telle scène, ou tel joke de Family Guy. Je trouve que le cutaway est intéressant, la façon dont ils sont passés, dont ils ont pris le temps d'illustrer leurs blagues de façon cinématographique. Puis ça c'est un procédé que je trouve vraiment intéressant. Fait que je me nourris un peu de toutes ces affaires-là, les films, les bandes dessinées, les cartoons, c'est la cinématographie du rire, je pense. Excellent. Les amis de la création, mettons. Mes amis dans la création? Non, je parle de qu'est-ce qui aide à créer... Mon Dieu, beaucoup de choses. La solitude. La solitude? Oui, moi j'ai besoin pour me mettre en mode où il y a des choses qui sortent de moi, j'ai besoin d'être isolé. Puis quoi de mieux qu'ici pour être isolé, il y a personne, je suis un ermite, j'ai besoin d'être en communion avec moi-même, puis comment dire, ça donne mal à la tête des fois, là, je suis perfectionniste dans mes affaires, puis j'ai besoin de constamment me renvoyer les mêmes affaires dans ma tête à l'infini, qui est un processus que je pense que n'importe qui d'autre trouverait complètement débile si je le faisais à côté. Fait que oui, j'ai besoin de ce calme-là. Sinon, mon Dieu, les amis de la création,
écoute, un peu de cette bonne vieille marijuana une fois de temps en temps, c'est certain que ça aide tout le temps, là. C'est toujours un bon moyen. Quand on est pris, c'est pas la façon de créer, c'est des fois on finit toujours par pogner des murs en création, puis c'est toujours cool d'avoir un moyen externe de booster la batterie de char. Puis souvent, ça permet, en fait, quand tu travailles trop proche de la feuille, quand t'es trop longtemps sur le même projet, ça permet justement de tirer la plug un petit peu, puis de voir ton problème ou l'endroit où tu bloques selon un autre angle, selon une autre perspective. Puis à partir de ce moment-là, là c'est intéressant parce que c'est comme si c'était... c'est comme si c'était deux Charles Beauchesne qui travaillaient ensemble sur le même projet, puis voilà, là ça devient intéressant, là ça devient challengeant, là on est en train de mélanger des choses pour créer un produit qui est plus complet et plus surprenant, puis c'est ça le deal, c'est ça la création, c'est être surprenant. Puis pour être surprenant, il faut se surprendre soi-même. C'est bon. Et pour les personnes qui diraient, par exemple, ouais, mais là, quand tu écris des affaires sous l'influence, après ça, tu lis ça, puis ça fait pas de sens, puis ça marche pas, puis... on n'a pas la même consommation, les amis, là. On n'a pas le même degré de fonctionnalité, là. Première affaire. Deuxièmement, il faut surlire après. Il faut prendre le temps de restructurer. Là, je parle de... C'est des trucs quand t'es pris, quand t'as besoin de sortir de ta tête, puis c'est essentiel. Puis attends, moi c'est ça, pour une autre personne, ce serait aller faire du jogging ou aller, je veux dire, c'est de la drogue aussi, là. C'est de la drogue que ton corps est en train de sécréter à l'intérieur de lui-même, là. Mais c'est un café, une bière, aller jaser avec des amis, de la dopamine sur Facebook, c'est tout de la drogue, veux pas, c'est tout un moyen de sortir de soi, pour mieux y revenir éventuellement. Puis après ça, tu checkes tes affaires à jeun, tu filtres ce qui est pas bon, parce que c'est certain qu'il y aura des absurdités dans tout ça. Mais le mélange, l'espèce de fusion entre ces deux paliers-là du processus, moi c'est toujours ça que je trouve le plus intéressant. Puis au-delà de ça, tu sais, ça c'est juste deux paliers, là. Il y en a plusieurs. Après ça, il y a la script édition. Après ça, t'amènes ton œuvre devant, mettons, un deuxième regard d'un ami ou d'un collègue ou de quelqu'un qui fait ça ou quelqu'un qui t'a engagé, un script éditeur, peu importe. Ça fait autant partie du processus de création que les deux premières étapes. Puis après ça... rajoutez-en à l'infini jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Non? C'est vous qui décidez quand c'est bon. Là. Excellent. Les ennemis de la création maintenant, qu'est-ce qui aide pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a la procrastination? Là? La paresse. Moi, c'est le principal ennemi à ma création. Ça me prend vraiment du temps avant de partir la machine créatrice convenablement, puis avoir du fun à créer. C'est pas quelque chose qui me vient instantanément. J'ai besoin de beaucoup de mes projets. J'accouche de beaucoup de projets dans la douleur. Souvent, mais dans la douleur, dans le sens, je me fais souvent chier à écrire. Je me fais souvent chier à créer. Je me fais souvent chier à partir la machine. Puis j'aime pas ça. Puis j'ai juste envie d'écouter des affaires sur Netflix. Puis d'aller lire un livre ou dessiner ou peu importe. Mais en fait, j'ai toujours envie de faire une autre création que celle que je suis censé faire au moment où je suis censé la faire. Mm-hmm. Là, t'es obligé de te mettre dedans, t'es obligé d'activer la machine par toi-même. Puis à partir du moment où j'ai passé justement là, 1 ou 2 heures là, à réfléchir à ce que je veux faire, à où est-ce que je m'en vais, à qu'est-ce qui m'inspire, c'est quoi mon plaisir créatif aujourd'hui. Là, je suis parti. Là, je suis inarrêtable. À partir de ce moment-là, je peux faire 5 heures straight pipe, puis je m'en serais même pas rendu compte. Mais voilà, la paresse, la procrastination, c'est l'ennemi suprême de ça. OK. Les réseaux sociaux, est-ce que c'est amis, ennemis? Est-ce que c'est outils? C'est outils. C'est pas autre chose qu'outils. Ben, dans mon cas, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes pour qui c'est
c'est un art d'utiliser convenablement les réseaux sociaux. Du moins, c'est pas un art en tant que tel, mais ça fait partie intégrante de leur processus artistique. On est en 2019, là. Facebook puis Twitter sont autant un média la toile du peintre ou le ciseau du sculpteur. Pour moi, c'est un outil, par contre. Étant donné que je suis plus à l'écrit, je suis plus dans le visuel, dans la cinématographie. C'est une façon de diffuser ces affaires-là ou de dire aux gens où aller s'ils veulent voir ce que j'ai à diffuser. Mais outre ça, outre donner des dates, outre donner des dates de spectacle, ou dire aux gens, hey, je vais faire telle affaire à telle place, venez là, ou leur donner un petit cadeau une fois de temps en temps, puis leur écrire des petites citations, c'est un outil plus que l'art en tant que tel. Mais encore une fois, ça c'est personnel parce que quelqu'un d'autre te répondrait une affaire complètement différente à cette question-là. Oui. La portion impro dans le spectacle, avant, pendant... Avant, pendant, après, n'importe quand, tant que c'est drôle. Tant que ça le fait pour toi. Oui, il y a toujours des choses, même dans des affaires, même dans un one-man show que je vais avoir runné une vingtaine de fois. Il y a tout le temps un moment d'improvisation qui va survenir à quelque part avec le texte. Que ce soit parce qu'il y a un imprévu dans la salle, que ce soit parce que il y a quelqu'un qui t'a interrompu, ou tout simplement parce que tu as du plaisir, parce que le public est réceptif, puis ils sont en train de s'amuser, puis toi tu as tellement de plaisir que tu veux en rajouter un petit peu, puis là tu as une connivence avec eux autres. Et là, à partir de ce moment-là, au même titre que le segment écriture, en fait, t'en prends puis t'en laisses. Là. Si t'as des très très bonnes impros qui ça donne finalement à être des bons flashs, ça reste dans le spectacle. Il y en a qui vont être drôles une fois, il y en a qui vont être drôles deux fois. Je pense que surtout le stand-up, en fait, surtout le spectacle d'humour tel qu'on le connaît, là, je pense que c'est une œuvre qui est en constante création. Tu es toujours un petit peu en train de la peaufiner, tu es toujours un petit peu en train de rajouter des jokes, tu es toujours un peu en train de changer tes intonations, parce que si tu le fais très très longtemps, après ça, toi, tu changes en tant qu'individu, puis t'es pas nécessairement le même artiste que quand tu as commencé à faire ton spectacle. Fait que les numéros vieillissent avec toi. Et c'est important de changer, c'est important de les adapter à ton propre diapason. Fait que il y a autant de changements dans un spectacle que la durée de vie de celui-ci, à mon avis. Ouais. Mais admettons, je sais pas, moi, on te dit, OK, là, faut t'enregistrer ton spectacle pour le mettre à la télé ou quelque chose, avoir une version finale, totale, ben là, ça serait... Là, si c'est intéressant ça que tu dis ça, parce que moi c'est souvent ça que je considère comme à l'époque ils faisaient un DVD là, mais oui, exactement, c'est un bon point ça, parce que moi c'est toujours le moment que j'ai considéré comme la belle mort du spectacle. Quand il est cané, quand t'as fait une version dont t'es fier, qui comment dire, qui a été gravé à même la fibre de la réalité par le médium d'un DVD ou peu importe, d'un enregistrement ou d'une captation quand il est diffusé. Moi, c'est généralement le moment où je me permets d'abandonner le numéro ou le spectacle. C'est beau. Ça, maintenant, ça existe pour toujours. Je peux maintenant me concentrer sur une autre affaire que je vais faire jusqu'à ce que d'une façon ou d'une autre, je trouve un moyen que ça existe pour toujours. Puis rincer et répéter ces affaires-là. Puis là, la première chose que tu sais, c'est que tu te ramasses avec un paquet de matériel existant. Puis c'est cool. Puis il y a comme un... T'as ta galerie d'art, finalement, à un moment donné. Puis s'il y a quelque chose, je trouve, de rassurant en tant qu'artiste. Pas de façon mégalomane, là, mais de juste se balader à travers ta propre galerie d'art. Faire « Ah, c'est cool ça! » Ça, j'ai fait ça. Ça, j'ai fait ça à ce moment-là. Ah, tu vois, j'ai changé à ce moment-là, puis maintenant, je suis plus comme ça, puis c'est comme l'histoire, en fait, on en revient à ça, l'histoire, savoir qui on est, en se rappelant qu'est-ce qu'on était, à quel moment, soit dans notre vie ou dans notre grande histoire collective. C'est important de se connaître soi-même en tant qu'artiste, pour savoir où est-ce qu'on en est, et par le fait même, qu'est-ce qu'on a à dire.
Je pense pas que les artistes ont des dates de péremption. Je pense que tu as tout le temps quelque chose à dire, peu importe à quel moment où tu en es dans ta vie. Il faut juste que tu le saches puis que tu te sois posé ces questions-là. Rester déluré, rester pertinent. Puis voilà. Wow. Fort intéressant. Peut-être un dernier mot en terminant? Un dernier mot. Faites les choses que vous aimez dans la vie. Inquiétez-vous pas du fait que les gens vont trouver ça bon ou mauvais. Écrivez des mauvais fanfictions. Faites des dessins laids. Chantez mal. Faites toutes les affaires que vous aimez. L'important, c'est juste d'avoir du plaisir à créer puis à utiliser cette merveille d'ingénierie naturelle qu'on a à l'intérieur de la boîte crânienne. Hey, un énorme merci. Salut!